Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, accouchement difficile à la commune de Marois 1er, les populations toujours sans maire. L'un des candidats en lice rejette l'élection, préférant l'investiture. Pourtant, ce dernier avait été débouté par la Cour suprême. Élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, le dernier virage déjà amorcé. Le parti au pouvoir convainc les derniers électeurs alors que l'opposition continue d'entonner l'hymne du report de l'élection. Et dans cette ambiance très tendue, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo redoute le pire pour son pays. Vous l'écouterez dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par l'actualité sur le plan international. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara descend à nouveau dans l'arène pour appeler les populations à plébisciter sa candidature à l'élection présidentielle. Cependant, les populations soulèvent des problèmes socio-économiques. C'était lors du dernier meeting tenu au cœur d'Abidjan. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Carlos Minoué, Cédric Noufeli. Dans le dernier virage de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, le candidat du RHDP se rend auprès des communautés afin de les convaincre de son programme de développement socio-économique pour les 5 prochaines années. Après un aquaba chaleureux à Ebimpe, où des jeunes Ivoiriens, des femmes et chefs traditionnels des Hachans, Atié et du Grand Pont se sont mobilisés pour communier avec le président candidat. Ces populations n'ont pas manqué d'égrener un chapelet de préoccupations relatives aux infrastructures et l'autonomisation des femmes. Nous sollicitons, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de mettre en réflexion le bitumage des voies d'accès à tous les villages dans les périmètres urbains à raison de 350 km répartis sur 5 ans et selon une nomenclature à définir d'accord partis. Notre jeunesse, plus que jamais, est à l'abandon. Cette jeunesse est à la recherche d'un repère et de l'emploi. D'où la nécessité d'un plan d'insertion dans la vie active, doublé de l'accompagnement au financement de projets novateurs. Notre région, sous votre règne, a offert à l'État de Côte d'Ivoire la plus vaste zone industrielle. Pourquoi ne pas accorder la priorité à ces jeunes d'accéder à ces emplois de proximité? Pour répondre aux préoccupations posées durant son meeting, le candidat du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, présente un plan d'aménagement de ces zones évalué à plusieurs milliards de francs CFA dans le but d'améliorer le bien-être des populations. Et vous avez raison, avec les projets qui sont prévus ici, il faut que ce soit des jeunes d'ici qui soient recrutés pour pouvoir travailler. En matière d'infrastructure, nous poursuivrons le bitumage des voies d'accès dans les villages à hauteur de 130 km dans la région d'Abidjan. Dans le département de Sikinsi, j'ai donné des instructions pour bitumer toutes les voies d'accès dans les villages à hauteur de 60 km. Dans la région des Grands Ponts, dans une première phase, ce sont 150 km de voies d'accès dans les villages qui seront bitumés. Sur les risques de violence durant la journée de l'élection présidentielle, le président sortant, candidat à sa propre succession, compte sur les chefs de village afin d'éviter que les jeunes Ivoiriens ne sombrent dans un cycle de violence. Oui, honorable chef et guide religieux, je vous demande de continuer de conseiller aux jeunes
de ne pas se laisser manipuler. Cela évitera des événements déplorables, comme ceux que nous avons connus à Dabou, eux qui ont entraîné malheureusement la mort de 16 personnes. Et je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. C'est le premier meeting du président candidat Alassane Dramane Ouattara après les obsèques du ministre Sidiki Diakité. D'aucuns s'attendaient à ce qu'il se repose après ses multiples tournées dans les villages de la Côte d'Ivoire. Mais il a choisi, Alassane Dramane Ouattara, d'intensifier les campagnes de proximité avec ses lieutenants comme il était ici durant l'après-midi à Ebimbe et à Niama afin de rencontrer les différentes communautés qui constituent ces grands villages, de pouvoir discuter de leurs préoccupations et d'annoncer d'importantes réformes sur les infrastructures routières et l'intégration des jeunes dans les milieux professionnels. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, ce sont des femmes qui sont en première ligne pour la campagne du RHDP, le parti au pouvoir. Elles sillonnent les villages afin d'expliquer en langue vernaculaire comment les populations doivent se mobiliser le 31 octobre 2020 pour voter le candidat ado. Ces femmes sont autour de moi. Mesdames, je vous en prie, vous vous rapprochez près de moi afin de pouvoir expliquer quel est le procédé, le message que vous passez dans les villages. Comment vous vous y prenez pour expliquer aux populations ce qu'elles doivent faire le 31 octobre 2020? Je me nomme Mariko Aïchata, principalement maman RDR, maman ado. C'est comme ça qu'on m'appelle partout. Notre travail, c'est de faire les porte-à-porte. Si on s'en va chez les vieux, les femmes, les enfants, on leur montre, voilà notre candidat à gauche. Si tu rentres dans les illusoires, tu prends un bic, tu prends ton bulletin de vote, et que ton spécimen, tu fais un croix, tu fais comme ça, et puis tu fais comme ça. Si tu as fini de faire, tu plies le bulletin de vote comme ça. Après, tu fais comme ça, tu mets dans l'enveloppe, et puis tu t'en vas mettre dans la caisse. C'est comme ça que tu as voté. Parce qu'il y a nos sœurs qui ne savent pas voter. Il faut qu'on fasse des porte-à-porte pour aller les montrer comment on vote. Il y a des nouveaux majeurs qui ne savent pas voter. Il faut qu'on les montre comment on vote. C'est depuis 1995. Je suis le docteur Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi vous demandez aujourd'hui aux gens de voter pour Alassane Dramane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme de paix, c'est un homme de parole. S'il dit, il fait. C'est la paix totale qui est en Côte d'Ivoire, là où nous sommes. Il a fait tout pour la Côte d'Ivoire. C'est un bâtisseur, c'est un grand bâtisseur. C'est à cause de ça qu'on suit Alassane Dramane Ouattara. Merci, mesdames. Vous avez suivi le message des populations ici à la fin de ce meeting d'Alassane Dramane Ouattara, elles qui font du porte-à-porte pour expliquer aux populations comment voter le 31 octobre 2020. Le pari que se donne le RHDP, c'est de mobiliser les électeurs pour faire échec au boycott actif prôné par l'opposition en Côte d'Ivoire. Ici, à Ebimbe, Cédric Noufélé, Carlos Minoué, envoyés spéciaux Equinox Télévision. Et face à l'avalanche de critiques sur la candidature controversée d'Alassane Dramane Ouattara, le président sortant et candidat du RHDP répond à ses détracteurs. C'est un sacrifice ultime pour la préservation de la paix, explique-t-il, et inquiet, explique le président ivoirien, inquiet des tensions politiques exacerbées dans son pays. Je vous propose de l'écouter. J'entends consolider cette paix et la stabilité retrouvée. C'est tout le sens de ma candidature à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Oui, je le répète, je suis candidat par amour pour notre pays. Oui, je suis candidat pour la paix et la stabilité de notre beau pays. Oui, la campagne électorale a démarré depuis le 15 octobre, le jeudi 15 octobre précisément.
Je déplore cependant le climat de tension, accompagné quelquefois d'actions violentes et de troubles à l'ordre public entretenus ça et là. Que le processus qui a permis d'aboutir à l'organisation des scrutins a été inclusif à l'issue d'un dialogue politique entre les différents acteurs. Et je peux vous dire que nous sommes pour le dialogue et nous continuerons le dialogue. Le gouvernement, sous la houlette du Premier ministre Ahmed Bakayoko, continue de marquer sa disponibilité et son ouverture vis-à-vis des partis politiques. Il est important de respecter les décisions de nos institutions et de dire à nos compatriotes que la Côte d'Ivoire est un pays moderne et dont les institutions doivent être respectées. Durant ces 9 dernières années, nous avons travaillé sans relâche pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Mon ambition est de faire encore beaucoup plus au cours des prochaines années. Il s'agit de continuer de consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale, de continuer d'améliorer le cadre de vie des populations et, comme vous l'avez souhaité, de créer encore plus d'emplois, notamment pour nos jeunes. Et à quelques heures de l'élection présidentielle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire maintient son appel au boycott et rejette sur le pouvoir les violences et les morts enregistrées ces derniers jours dans le pays. D'autres précisions dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guizogo. Au quartier Cocody, l'un des plus huppés de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en impose par sa stature. Au sein du siège de ce parti politique qui a dirigé la Côte d'Ivoire depuis son indépendance, sous la férule de feu Félix Houphouët-Boigny, une figure s'impose. C'est celle d'Henri Konan Bédié, présenté comme le héritier du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Tous les honneurs lui sont rendus à la tête de ce parti qu'il dirige et pour lequel il s'est porté candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, ici en Côte d'Ivoire. Pour ainsi dire, c'est donc tout naturellement sous son ombre tutélaire que s'exprime son directeur de campagne. Le 23 mars 2020, le président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, a écrit au président de la République Alassane Ouattara pour lui dire d'ouvrir un dialogue urgent avec l'opposition dans le cadre des élections pour éviter que la situation ne dégénère, pour réconcilier les Ivoiriens, que l'élection doit être un moment de réconciliation. Le 2 avril 2020, le président Alassane Ouattara a répondu au président Henri Konan Bédié en lui disant que toutes les institutions étaient en place, tout marchait bien et qu'il n'avait pas besoin de faire de dialogue. Face aux accusations du président Alassane Dramane Ouattara, dans une interview dans laquelle il attribue à l'opposition la responsabilité des casses et des morts survenus depuis l'annonce de sa candidature, le porte-parole d'Henri Konan Bédié accuse plutôt le président ivoirien. Le président Ouattara a annoncé sa candidature illégale le 6 août. Dès le 7 août, les Ivoiriens ont exprimé leur désapprobation et le 13, il y a eu une marche de la société civile qui a entraîné des morts, au moins une dizaine, avant même que le mot d'ordre de désobéissance civile ne soit lancé. Donc, c'est l'annonce de sa candidature qui a entraîné des manifestations pacifiques de la société civile et il a introduit des microbes, comme on les appelle, des gens armés, des mercenaires qui ont agressé, qui ont tué des manifestants aux mains nues. En fin de compte, Maurice Kakou-Gaëkué accuse le pouvoir ivoirien d'avoir multiplié les attaques contre les citoyens ivoiriens
qui défendent la Constitution et la démocratie. Il y a la complicité de certains membres des forces de l'ordre qui introduisent des mercenaires qui tuent, qui agressent. Ça, c'est connu et il y en a des vidéos où les policiers encadrent. À quelques heures du scrutin présidentiel prévu ce 31 octobre ici en Côte d'Ivoire, l'opposition, notamment Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bodié, ne bougent pas de leur ligne. Ils restent inflexibles face à leur rejet de l'élection présidentielle. À Abidjan, au siège du PDCI, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Et à 48 heures du jour tant attendu, l'ancien président ivoirien, depuis Laurent Gbagbo, depuis son exil belge, s'est prononcé sur cette échéance controversée dans son pays. Pour le fondateur du Front populaire ivoirien, la tenue de ce scrutin présente un risque énorme pour la stabilité et la paix de son pays. L'ancien président ivoirien a été interviewé par notre compatriote Denise Epoter, directrice de TV5 Afrique. Investiture ou élection, quel sera le mode de désignation de l'exécutif municipal à la commune de Marois 1er? Les deux candidats en lice ne s'accordent pas sur le processus électoral. Conséquence, la session de plein droit tenue hier s'est achevée en queue de poisson. On voit tout cela dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Jean-Paul Chouniat. Les populations de la commune de Marois 1er sont sans exécutif municipal depuis 9 mois. Pourtant, elle espérait voir le visage du nouveau maire sortir des travaux de la deuxième session de plein droit tenue ce mardi 27 octobre. Devant la majorité des conseillers municipaux rassemblés à la salle des actes de cette mairie, l'un des protagonistes, Issa Youssouf Balarabe, refuse d'aller à l'élection, exigeant plutôt son investiture, telle que décidée par le comité central du RDPC. De son côté, le maire sortant ne l'entend pas de cette oreille. Pour Amadou Amidou, zéro investiture, plutôt élection. Les deux candidats campent sur leur position de 15h à 20h. 5 bonnes heures à tourner dans le vide sans le moindre consensus jusqu'à la tombée de la nuit. On a voulu éliminer un candidat pour rester avec un autre. Ça n'a pas marché, il y a eu un blocage. Et il y a des délestages dans la ville de Marois pour des raisons de sécurité. Le président a donc décidé de suspendre pour reprendre vendredi à 11h. Et pour la petite histoire, à la première session de plein droit, le comité central du RDPC désignait Issa Youssouf Balarabe, candidat du parti comme maire de la commune de Marois 1er. Décision qu'avait alors attaqué Amadou Amidou en saisissant la Cour suprême. La chambre administrative lui donnait gain de cause. Amadou Amidou, président de la section RDPC Diamaré Centre 1, et Issa Youssouf Balarabe, président de la section OJRDPC de la même circonscription politique, lequel des deux sera maire de la commune de Marois 1er. Investiture ou élection, seul un des deux modes de désignation le dira ce 30 octobre 2020. Et si Marois 1er à l'extrême nord Cameroun est toujours son maire à la tête de cette commune, Kumba, dans le sud-ouest, à son maire de ville, Andrew Motanga, a été installé dans ses fonctions hier. Je vous propose de l'écouter sur les défis qui l'attendent dans un contexte sécuritaire difficile. Il faut absolument les routes goudronnées, bien sûr. Et c'est là où on dit on va vraiment lancer l'appel à l'État de nous aider, de nous donner les projets qui vont augmenter le pourcentage de routes goudronnées à Kumba d'abord. Et même les routes non goudronnées, on a aussi la nécessité de tout faire pour avoir des engins dans la communauté urbaine de Kumba. On doit acheter les engins pour effectuer d'abord la maintenance de routes en terre à Kumba. On doit tout faire pour que les motoristes ont la route, la possibilité de bien travailler pour gagner les petits pains. Je disais aussi tantôt de l'eau. L'eau, c'est une nécessité obligatoire qu'on doit donner normalement à la population. Il y a la lumière qui doit être dans tous les quartiers, si possible, pourquoi pas, pour augmenter, je vais dire, la sécurité dans une zone comme Kumba, là où on a absolument besoin de la sécurité. Il faut penser, bien sûr, à la lumière.
Autre fait majeur dans ce journal, interdit d'accès au sein de leur parti. Les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun choisissent les bureaux de l'UNICEF à Yaoundé pour rendre hommage aux élèves tués samedi dernier à la Moda Francisca School. On voit tout cela dans ce reportage d'Élisée Bogba à Ixéril. Jamais ça, jamais ça, jamais ça. Des femmes militantes du MSC en larmes dans les rues de Yaoundé. Elles pleurent les enfants tués à Kumba. Mais la manifestation, elles auraient souhaité l'organiser plutôt au siège du parti à Oudja. Elles en ont été empêchées par les forces de l'ordre, disent-elles. Vraiment, c'est inacceptable. Ça, c'est un siège d'un parti politique légal. C'est inacceptable. Parce que dès qu'on dit qu'on veut la paix là doit venir partout. De nous bloquer, de ne pas avoir accès à notre siège, c'est vraiment inacceptable. Faute d'accéder au siège du parti, les militantes du MSC vont se tourner vers l'UNICEF, dont l'objectif est la protection des droits des enfants. On sait l'objectif de l'UNICEF, c'est pour protéger les enfants, voir que les enfants partent à l'école, voir que l'éducation des enfants est sécurisée. C'est ça que nous sommes allés à l'UNICEF pour pleurer là-bas, pour pleurer ces enfants qu'on a tués à Kumba. Sauvez nos enfants! Sauvez nos enfants! Après une demi-heure environ de pleurs et de lamentations, les femmes du MSC affirment avoir été entendues par leurs interlocuteurs qui promettent de rendre compte à leur hiérarchie. Ils sont sortis nous adresser, qu'ils ont compris toutes nos douleurs, ils partagent nos douleurs avec nous. Ça leur fait mal aussi de voir que ces enfants étaient tués, massacrés comme ils sont massacrés à Kumba. Donc vraiment, ils vont transmettre nos messages à leur hiérarchie. Après le massacre de la Moda Francisca International Bilingual Academy, les femmes militantes du MSC rendent hommage à leur manière aux enfants tués à Kumba. We are out today to cry our children. We say no to the war in the northwest and southwest. Princess Jennifer, Remy, your innocent children. Et dans la même veine, les partis politiques et membres de la société civile appellent à un retour urgent de la paix en zone anglophone. Ils organisent depuis le début de cette semaine des points de presse et autres concertations afin de s'indigner contre le massacre des élèves à Kumba dans le sud-ouest. L'on a frôlé le pire ce matin à Douala dans l'effondrement d'un immeuble. 3 personnes grièvement blessées ont failli perdre leur vie aux premières heures de la matinée au quartier Newbel. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Innocent Abega, Xavier Foka. Ces décombres constitués de béton, de fer et de planches sont la résultante de l'effondrement ce jeudi matin d'un immeuble encore en construction derrière la prison centrale au quartier Newbel à Douala. Nous avons été alertés autour de 7 heures d'un effondrement d'immeuble et nous nous sommes amenés directement. Nous y étant, on constate que c'est un immeuble de 3 niveaux qui était en cours de construction. Il y a eu 3 victimes et que nous avons rapidement amenés vers un centre hospitalier qui sont en principe déjà pris en charge. Si cet effondrement n'a causé aucune perte en vie humaine, les pertes matérielles sont énormes, les murs ayant aussi entraîné la destruction de plusieurs autres habitations voisines, comme cet immeuble se trouvant à proximité du chantier. Le danger étant permanent, des mesures de sécurité sont prises sur le coup. On va demander à tous ceux qui habitent à côté de l'immeuble qui s'est effondré de ne plus utiliser leurs locaux. Donc il faut absolument qu'ils doivent déguiper des lieux. Au risque de, vous voyez à travers les images, comment tout ce qui est en haut menace de retomber sur des habitations voisines. Comme dans plusieurs autres cas, la qualité de la construction est mise en cause dans cet autre incident, d'où cette interpellation à l'endroit des autorités municipales. Nous allons interpeller les autorités municipales pour voir ce qui peut être fait pour que la zone soit totalement évacuée et qu'on prenne des mesures pour empêcher la continuité de la construction. Rappelons que par le passé, plusieurs personnes ont perdu la vie dans des incidents similaires. Que sont devenues les victimes de la catastrophe de Ngouache survenue le 29
octobre 2019 dans l'arrondissement de Bafoussam 3e. La majorité des victimes ont été abandonnées à leur triste sort dans des camps de fortune sans le moindre réconfort. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. À présent, un public reportage. Le président des chocolatiers et confiseurs de France en tournée dans les bassins de production de cacao. En séjour au Cameroun, Michel Mercier est allé visiter les centres de production post-récolte destinés à un cacao excellent. Reportage. Là, on est sur le centre d'excellence de Simagnaï. Au centre de traitement post-récolte de cacao de Simagnaï, dans l'arrondissement de Bonne-Macaque, les maîtres chocolatiers français sont émerveillés devant les progrès réalisés par les cacaoculteurs. C'est qu'en fait, on est sur 5 jours de fermentation. Et malgré le fait que ce soit que 5 jours de fermentation, on a des saveurs de vinaigre qui sont vraiment très très élégantes, enfin pour moi en tout cas. Et qui témoigne d'une très bonne fermentation. On va avoir un cacao une fois sec qui sera parfait. Nous avons un objectif de 15 tonnes de cacao d'excellence. Et ce mois-ci, depuis que nous avons ouvert le centre, nous sommes déjà à 3 tonnes. Ça fait bouger les lignes parce que ceux qui ne sont pas éligibles commencent à vouloir intégrer le traitement d'excellence qui leur fait gagner en temps. À Simagnaï, comme à Zoétélé, Tui ou Lembeyezoum, la délégation française a touché du doigt les bienfaits des centres de traitement post-récolte, dont la multiplication sur l'ensemble des bassins de production est dans l'ordre des priorités pour le CICC et le gouvernement. Ça nous a permis d'améliorer notre manière de produire le cacao. Nous produisons actuellement le cacao d'excellence et cette qualité nous permet de vendre plus et d'améliorer nos conditions de vie. Nous, on ne parle pas de juste prix, on a ras-le-bol du juste prix, c'est tel prix payé aux planteurs. Et cette année, pour le Cameroun, c'est 1640 francs CFA payés directement aux planteurs, aux coopératives paysannes. Il n'y a pas de deuxième chance. Tu ne saisis pas la première, tant pis. Certaines se sont donc découragées, d'autres ont été exclues. Si les maîtres chocolatiers français ont été séduits par le travail abattu par les jeunes de New Generation, ils ont surtout succombé au charme des femmes Lorega du village Iound qui ont décidé chacune de faire un demi-hectare de cacao. C'est d'abord pour venir soutenir un projet de jeunes cacaoculteurs, également un projet de femmes, plutôt même âgées, qui se lancent dans la plantation d'un demi-hectare de cacao chacune. Et on va aussi essayer peut-être de les parrainer, de les encourager à aller dans ce modèle-là, de façon à ce qu'elles soient autonomes financièrement vis-à-vis de leur mari. Si déjà la femme elle réussit à apporter un petit revenu grâce à la vente de manioc, de macabo, avec le cacao, ce sera plus. Elles vont gagner plus, donc elles seront beaucoup plus autonomes. Reçu en audience par les ministres du Commerce et de l'Agriculture, la délégation de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France a été édifiée sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour améliorer la production du cacao. Le Minader non seulement encourage la régénération des plantations, vous savez que 60 à 70% de notre verger est vieux de 40 ans. Notre objectif, c'est d'arriver à produire 30 millions de plants chaque année pour pouvoir renouveler notre verger. Nous essayons de développer les bonnes pratiques agricoles. Nous essayons aussi de vulgariser des équipements de traitement post-récolte. Nous développons un cacao rouge brique qui est essentiel, qui est typique au terroir camerounais. Au bout d'une semaine surchargée, les maîtres chocolatiers français sont repartis, convaincus plus que par le passé qu'il y a désormais de la qualité au Cameroun. Ils ont surtout pris l'engagement d'acheter le cacao sorti des centres d'excellence au prix flatteur et encourageant de 1640 francs le kilogramme, du jamais vu jusqu'ici. Et la surprise de Simagnaï, c'est ça. Et en page triste de ce journal, prenons ce reportage qui nous parvient à l'instant. Le général de division en 2e section, Simon-Pierre Dagafo-Nangsou, pour l'éternité, décédé le 29 septembre dernier, le haut gradé de l'armée camerounaise a reçu des hommages de la nation ce jeudi. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue à Cyril. Décédé le 29 septembre dernier, le général de division en 2e section, Simon-Pierre Dagafo-Nangsou reçoit les honneurs de la nation. Général de division en 2e section, Dagafo-Nangsou Simon-Pierre,
Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la croix de la valeur militaire du Cameroun à l'ordre de la nation à titre posthume. 3 temps forts marquent la cérémonie d'hommage au général de division en 2e section, Simon-Pierre Dagafounanso. D'abord, la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. À la sortie du cercueil, recouvert du drapeau vert, rouge et jaune, la famille est inconsolable. Après un temps de recueillement, la dépouille prend ensuite la direction de la paroisse EEC de Lonkak à Yaoundé. Ici, prières et louanges sont élevées afin d'accompagner l'âme du général décédé. Que la paix, la consolation et la miséricorde de l'Éternel demeurent sur chacun de vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après l'église, place enfin à l'hommage militaire au quartier général à Yaoundé. Ne jamais oublier ce que l'on nous a appris à faire ensemble et avec ensemble, au profit de l'ensemble, pour le succès de l'ensemble. Que ce qui peut être dit durant les divisions d'Dagafounanso Simon-Pierre, qui a su enrichir et valoriser en fruits palpables sa vaste carrière dans toutes les régions de notre pays. Né vers 1944 à Pousmaga, dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord, Simon-Pierre Dagafounanso intègre les forces de défense le 1er octobre 1961. Lauréat de la 2e promotion de l'EMIA, baptisée Promotion Réunification, il est affecté à la garde républicaine en qualité de commandant de l'escadron d'honneur. Élevé successivement au grade de général de brigade en 2001 et général de division en 2011, Simon-Pierre Dagafounanso est admis en 2e section en 2017. Veuf depuis 2018, le général de division en 2e section, Simon-Pierre Dagafounanso, décède le 29 septembre 2020 en laissant 2 filles, 13 petits-fils et 4 arrière-petits-fils. Et c'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Lotou pour la 2e partie d'Equinox Soir. Les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interdites d'accès au siège de leur parti alors qu'elles voulaient rendre hommage aux victimes de combat. Vêtues de noir, les femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interdites d'accès, vous l'avez dit, au siège de leur parti à Yaoundé. Et ceci, c'était pour rendre un vibrant hommage aux écoliers tués samedi dernier à Koumba, dans le sud-ouest. Elles ont choisi les bureaux de l'UNICEF, une structure des Nations Unies chargée pour la protection des enfants, pour faire le deuil. Serge Aloto. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir. 2e partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe-Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.